Exercice numéro 2. On se retrouve toujours dans une situation de concurrence pure et parfaite. On va avoir un produit Q qui est vendu au prix P. Et cette fois-ci, on a 60 entreprises présentes sur le marché. La fonction de demande globale est donnée par la fonction suivante, moins 40P plus 1000. Et on a une fonction de production de long terme pour chacune des firmes qui est donnée par l'expression suivante, Q au cube moins 2Q carré plus 2Q. On nous demande dans un premier temps de déterminer le prix et les quantités d'équilibre, les caractéristiques de l'équilibre, d'en déduire les niveaux de production de chacune des firmes et les profits correspondants. Et on va ensuite s'interroger sur ce qu'il va se passer si de nouvelles entreprises pénètrent sur le marché. On va aller un peu plus loin. Dans la question 3, on va supposer qu'il n'y a plus une seule sorte d'entreprise, mais qu'il y en a deux, des firmes de type A et des firmes de type B. Alors, en quoi est-ce qu'elles sont différentes? Eh bien, elles sont peut-être différentes par leur taille, elles sont peut-être différentes par les technologies qu'elles utilisent. Et en fait, on va nous concrétiser ça par le fait que les entreprises de type B auront une autre fonction de coût que les entreprises de type A. Donc ici, on a le coût de chacune des entreprises de type A, et là, on a une équation qui représente le coût de chacune des entreprises de type B. Et donc, on va essayer de voir comment va évoluer le marché avec la présence de ces firmes de type B, voir si les deux vont rester sur le marché, si l'une des deux catégories va disparaître. Dans un premier temps, on va faire l'hypothèse qu'il n'y a pas d'entrant sur le marché. On se retrouve donc dans une situation de concurrence pure et parfaite, assez traditionnelle. On va donc, première étape, déterminer les quantités produites. On va donc définir la fonction de production. Dans un deuxième temps, on observera s'il y a un seuil de rentabilité, s'il y a nécessité de s'interroger sur un seuil de fermeture. Et dans un troisième temps, on pourra donc écrire la fonction d'offre en concurrence pure et parfaite sur ce marché. Pour écrire la fonction d'offre des entreprises sur le marché, je vais d'abord écrire le profit que je vais dériver pour chercher la quantité qui maximise le profit. Alors le profit est égal à la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités, moins la fonction de coût qui nous a été proposée dans l'énoncé. Donc je le réécris sous cette forme-là, en développant le moins 1 qui était factorisé, et j'obtiens cette écriture-ci. Quand est-ce que le profit est maximum? Lorsque la dérivée de cette expression-là s'annule. Donc je cherche la dérivée de cette expression. Donc je dérive par rapport à Q, j'obtiens donc P moins 3Q carré plus 2 fois 2, c'est-à-dire 4Q, moins 2. Et cette écriture-là, à l'optimum, au maximum du profit, est égale à 0. Une fois que j'ai écrit ça, je peux simplifier un petit peu mon écriture. Et donc j'obtiens moins 3Q carré plus 4Q plus P moins 2. Alors j'observe qu'ici, cette partie-là de l'écriture est proportionnelle au paramètre Q. Et ici, j'ai des éléments qui vont en fait être des constantes. Comme j'ai une équation du second degré, il y a peut-être, potentiellement, deux possibilités. Il va donc falloir que j'en fasse une étude pour voir quelles sont les racines de cette équation du second degré. Avant de faire cela, et cela me permettra peut-être de choisir la racine que je vais garder, la solution que je vais garder, je vais m'assurer qu'il y a ou qu'il n'y a pas de conditions particulières sur la valeur de Q. Alors pour faire cela, je vais prendre la condition de deuxième ordre. Alors cette condition de deuxième ordre, elle nous dit quoi? Elle nous dit que notre profit doit être un maximum, donc la dérivée première doit s'annuler, très bien, mais ensuite on sait à ce moment-là que c'est un optimum, soit un maximum, soit un minimum, et pour m'assurer que c'est un maximum, la dérivée seconde du profit doit être négative. Donc je redérive cette écriture-là, et j'obtiens moins 6Q plus 4, donc je redérive cette partie-là. Ici, là, je vais chercher à isoler Q. Donc j'ai moins 6Q qui doit être inférieur à moins 4, et donc Q doit être supérieur à 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Donc en fait, je m'aperçois que je vais devoir chercher les racines de cette équation, je vais trouver 0, 1 ou 2 possibilités pour Q, mais j'ai une contrainte sur Q. Elle m'a été donnée par la condition de deuxième ordre, et je vois que les quantités sont forcément supérieures à 2 tiers.
La dérivée première est une équation du second degré, donc il va falloir qu'on fasse un petit peu de calcul. Donc il va falloir qu'on calcule le discriminant du trinôme. On notera delta qui sera égal à b carré moins 4ac. Et donc si delta est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution. Si delta est égal à 0, l'équation a une solution unique qui sera calculée avec la formule suivante, moins b sur 2a. Et si delta est positif, alors il y aura deux solutions possibles. Et donc ce sera moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Il faut donc d'abord calculer delta, puis calculer les résultats pour le trinôme qui nous est proposé, et ensuite on pourra conclure. Alors ici, on a donc a qui est égal à moins 3, b qui est égal à 4, et c qui est égal à p-2. Donc delta, lorsqu'on prend la formule et qu'on remplace par les paramètres qu'on vient d'identifier, on trouve que c'est 12p moins 8. Donc ici, on va avoir également des conditions à établir. Quand est-ce que 12p moins 8 serait égal à 0? Eh bien, c'est ce que je pose ici. Donc ici, on observe que si p est égal à 2 tiers, alors notre delta est égal à 0. Et si notre delta est égal à 0, alors il y a une seule solution qui sera calculée avec cette formule. Quand est-ce que delta est positif? Eh bien, c'est ce que j'écris ici. Delta est positif signifie que 12p moins 8 est positif. J'isole p et j'obtiens également 2 tiers. Donc là, ça veut dire que delta est positif pour p supérieur à 2 tiers. Et lorsque le prix sera supérieur à 2 tiers, eh bien, il y aura deux solutions possibles. x1 calculé avec cette formule et x2 calculé avec cette formule. Les racines de l'équation que nous sommes en train d'étudier sont donc calculées avec ces deux formules ici, pour lesquelles on va remplacer b, delta et a par les valeurs qu'on a soit identifiées, soit calculées pour celle-ci un petit peu plus tôt. Et on fait une résolution mathématique. Donc ici, j'ai scindé mon équation en deux équations. Cela va me permettre de simplifier cette partie-là. Une fois que j'ai simplifié cette partie-là, ici, je vais factoriser par 4, ce qui va me permettre ensuite d'extraire racine de 4, c'est-à-dire 2, ici. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, ça va être de simplifier ici par 2, et donc il me restera cette écriture-là divisée par 3 plus 2 tiers. Je fais la même chose pour Q2, donc je remplace ici les différents paramètres qu'on a établis plus tôt, je scinde en deux fractions, je vais ici simplifier celle-ci, ensuite je vais ici factoriser par 4, ce qui me permet d'extraire la racine de 2, puis de simplifier par 2, et donc j'obtiens cette fraction, enfin plus exactement 2 tiers, et j'obtiens 2 tiers moins cette fraction. On a donc deux racines, 2 tiers plus ce calcul-là, et 2 tiers moins cette fraction-là. Lorsque le paramètre Q était supérieur à 2 tiers. Or ici, quand je regarde l'écriture de mes deux racines possibles, j'ai 2 tiers plus quelque chose et 2 tiers moins quelque chose. Donc cette écriture Q2 est forcément inférieure à 2 tiers. Or, dans la condition précédente, on a dit que Q devait être supérieur à 2 tiers, donc la seule solution possible, eh bien, c'est la première qui est égale à 2 tiers plus cette fraction. Ma fonction d'offre va donc s'écrire à partir de cette écriture. Les quantités produites sont bien fonction du prix, on reconnaît une fonction d'offre, et c'est la seule qui correspond à l'ensemble de la validation des conditions qu'on a posées précédemment. Alors, est-ce que la totalité de cette fonction d'offre nous intéresse? Cela dépend de l'établissement du seuil de fermeture et du seuil de rentabilité. Dans l'énoncé, on nous précisait qu'on avait une fonction à long terme. Donc à long terme, il n'y a pas de coût fixe, l'ensemble des coûts est variable et donc le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture sont identiques. Et donc on va simplement étudier le seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité, il est obtenu lorsque le coût moyen est minimum, ou, autre manière de le dire, lorsque le coût moyen est égal au coût marginal. Je choisis d'utiliser cette deuxième propriété dans cet exercice, donc je vais chercher quand est-ce que le coût moyen est égal au coût marginal. Je vais donc avoir besoin
du coût marginal et du coût moyen. Alors le coût était fourni par l'énoncé, il s'écrivait sous cette forme-là. Le coût moyen, c'est la division du coût par les quantités. Donc j'obtiens Q au carré moins 2Q plus 2. Et le coût marginal, c'est la dérivée du coût. Donc j'obtiens 3Q au carré moins 2 fois 2 égale 4Q plus 2. Maintenant qu'on a ces données chiffrées, on peut avancer dans le calcul. Donc je pose l'égalité entre le coût marginal et le coût moyen. J'obtiens donc cette écriture-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais isoler Q. Je vais donc modifier cette écriture. Je passe l'ensemble de l'écriture à gauche du signe égal. Donc j'obtiens cette nouvelle écriture, donc 3Q carré moins Q carré, moins 4Q plus 2Q et plus 2 moins 2, qui est égal à 0. Je résous un petit peu ça et j'obtiens 2Q carré moins 2Q qui est égal à 0. Je peux simplifier cette écriture par 2, donc j'obtiens Q carré moins Q qui est égal à 0. Et ensuite, je peux factoriser Q qui est présent dans ces deux écritures-là, dans ces deux membres de l'écriture. Et donc, j'obtiens Q facteur de Q moins 1 qui est égal à 0. Il y a donc deux solutions, Q qui est égal à 0 ou alors Q qui est égal à 1. On se rappelle qu'il existe une contrainte sur Q et on sait que Q doit être supérieur à 2 tiers. On l'a établi un peu plus tôt. Q est égal à 0 ne respecte pas cette condition, donc j'élimine cette solution possible là, et il me reste donc une seule solution, Q est égal à 1, 1 étant bien supérieur à 2 tiers. Le seuil de rentabilité, on va donc maintenant pouvoir l'établir, puisque on connaît les quantités, on vient d'établir que Q était égal à 1, donc le coût moyen, maintenant, on va pouvoir le calculer et il nous intéresse ce coût moyen puisque à l'équilibre, il y a égalité entre le coût marginal, le coût moyen et le prix. Donc en fait, lorsqu'on va calculer le coût moyen avec les quantités d'équilibre, eh bien en fait, on va calculer le prix du marché. Le coût moyen était donné par cette écriture et on va donc remplacer dans cette écriture les quantités à l'optimum que nous venons de trouver, à savoir Q égale 1. Donc ici, on remplace Q par sa valeur 1 et on obtient que le coût moyen est égal à 1. Donc ici, le coût moyen est égal au coût marginal qui est égal au prix du marché et donc le prix est égal à 1. Le seuil de rentabilité de la firme est donc fixé pour quantité égale 1, prix égale 1. Nous disposons donc maintenant de toutes les informations nécessaires pour écrire la fonction d'offre de long terme puisque l'exercice est en long terme pour ce marché-là. Alors chacune des entreprises va produire à partir du moment où son seuil de rentabilité est atteint. Autrement dit, tant que le prix est inférieur à 1, l'entreprise ne produit pas. À partir du moment où le prix est supérieur ou égal à 1, l'entreprise se met à produire. Et elle produit dans quelle quantité? Eh bien celle-ci, 2 tiers plus cette fraction-là, ça c'est le résultat que nous avions obtenu un peu plus tôt. Nous avons donc maintenant la fonction d'offre de chacune des entreprises présentes sur le marché. Quelle est donc la fonction d'offre globale sur l'ensemble des entreprises sur le marché? On nous a dit dans l'énoncé qu'il n'y avait pas une entreprise mais 60. Donc en fait, l'offre offerte sur le marché, c'est la somme des quantités offertes par chacune des 60 entreprises présentes sur le marché. C'est donc 60 fois la fonction d'offre individuelle que nous venons d'établir. Alors ici, je vais ensuite développer mon écriture. Donc ici, j'obtiens 120 tiers, donc 40. Et puis ici, 60 tiers, donc 20 fois cette racine carrée ici. Donc lorsque le prix sera supérieur ou égal à 1, on se rappelle qu'on a cette contrainte-là, c'est notre seuil de rentabilité, et bien les 60 entreprises se mettent à produire pour une quantité totale offerte sur le marché égale à 40 plus 20 facteurs de cette racine carrée. Quel est l'équilibre de marché? Eh bien, à l'équilibre, la quantité offerte et la quantité demandée sont égales. La quantité offerte, nous venons de l'établir. Elle est donc ici. La quantité demandée, elle a été proposée dans l'énoncé. Donc elle est de moins 40P plus 1000. Lorsque P vérifie cette égalité, alors on est au prix d'équilibre. Il va donc falloir chercher à isoler P dans cette écriture-là. Alors dans un premier temps, je vais regrouper
les constantes, 1000 et 40, donc j'obtiens 960 ici. Dans un deuxième temps, je vais simplifier par 20 chacune des composantes de ces écritures, donc il me reste cette écriture-là. Une fois que j'ai fait ça, je suis bloqué par la racine carrée, donc je vais enlever cette racine carrée en mettant l'ensemble de l'écriture au carré. J'obtiens donc cette écriture-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais développer cette écriture-là où j'ai reconnu une identité remarquable. Donc j'obtiens 4p carré moins 192p plus 2304. Et enfin, je peux isoler dans la partie gauche de cette égalité l'ensemble de l'écriture, à savoir 4p carré moins 195p plus 2306. J'obtiens un trinôme du second degré, il va donc falloir que je calcule les deux racines de ce trinôme sous l'hypothèse que le discriminant soit positif. On a donc un discriminant ici qui doit être calculé à partir des paramètres A qui est égal à 4, B qui est égal à moins 195 et C qui est égal à 2306. Donc ici le discriminant est égal à 1129. Il est positif, il y a donc deux solutions distinctes, à savoir x1 et x2 établis à partir de ces deux formules ici. On a donc deux racines potentielles, P1 et P2, prix 1 et prix 2, qui sont établies à partir des deux formules qu'on a citées un petit peu plus tôt, pour lesquelles on remplace les paramètres B, A et delta par ce qu'on a calculé là aussi un petit peu plus tôt. Pour l'un, on obtient 20,145, pour l'autre, on obtient 28,6. Donc ici, les deux valeurs sont positives. Il n'y a pas de contrainte particulière, a priori mathématique, qui nous permettent de supprimer une des deux solutions. Pour le moment, on garde donc nos deux solutions possibles, P1 et P2. Et on va calculer les quantités correspondantes sur le marché avec ces deux valeurs. Alors ici, on va réintégrer P1 dans les quantités demandées. On reprend la formule de notre énoncé et on obtient 194,2. Ici, avec 28,6, je réintègre cette valeur dans la même fonction et j'obtiens une quantité égale à moins 144. Là, pour le coup, j'ai un outil pour choisir ma solution. Lorsque P1 est égal à 20,145, j'obtiens une quantité demandée qui est positive. Lorsque P2 est égal à 28,6, j'obtiens une quantité qui est négative. Quantité négative n'a pas de sens, donc ce que je vais retenir, c'est forcément la solution P1. Petite remarque de méthodologie ou de trucs et astuces. Ici, je suis parti de la fonction de demande. On se rappelle que la fonction de demande, elle est fournie par l'énoncé. La fonction d'offre, c'est nous qui l'avons calculée. Le risque d'erreur, il est donc sur la fonction d'offre, puisque c'est nous qui avons fait un calcul à cet endroit-là. Donc, je choisis de réappliquer mon prix dans la quantité demandée, puisqu'ici, j'ai une équation qui m'a été fournie par l'énoncé, il n'y a aucune raison qu'il y ait une erreur. Dans notre exercice, la solution qu'on conservera, c'est donc un prix égal à 20,145, une quantité d'équilibre égale à 194,2. Pour déterminer maintenant la production d'une part et le profit de chacune des entreprises, on va chercher à établir les quantités qui vont être fabriquées par chacune des entreprises. On a établi que la quantité totale sur le marché, c'était 194,2. On sait qu'il y a sur ce marché 60 entreprises. Donc, la quantité fabriquée par chacune des entreprises sera égale à 194,2 divisé par 60, c'est-à-dire approximativement 3,237. Quel est le profit unitaire pour chaque entreprise correspondant à cet équilibre-là défini par une quantité échangée sur le marché à 3,237? Eh bien, on va remplacer le prix de marché qu'on a déjà établi et les quantités produites par entreprise qu'on vient d'établir dans notre fonction de profit. La fonction de profit, c'est la recette totale moins le coût total. C'est donc le prix multiplié par les quantités moins la fonction de coût. Le prix, on l'a établi un petit peu plus tôt à 20,145. Les quantités, on vient de les établir à 3,237. On remplace dans cette écriture le prix et les quantités et on obtient que le profit est égal à 45,78. On va maintenant réfléchir à long terme. Alors à long terme, on sait que le prix va s'établir au seuil de rentabilité.
Si le prix est supérieur au seuil de rentabilité, il va y avoir alors des profits positifs. Les profits positifs vont attirer des nouveaux entrants sur le marché et par conséquent les quantités produites vont augmenter, ce qui va faire une diminution des prix qui va petit à petit tendre vers le seuil de rentabilité. Donc dans cette partie de l'exercice, on suppose qu'on est à long terme et que donc ce processus a déjà eu lieu et donc forcément le prix est égal à 1 étant le seuil de rentabilité qu'on a calculé tout à l'heure. Quelles sont les quantités produites par chacune des entreprises à ce niveau de prix-là? Eh bien, on va utiliser la fonction d'offre. Cette fonction d'offre, on l'a établie tout à l'heure. Et on va donc remplacer le prix par sa valeur, à savoir 1. On obtient une quantité produite par chaque entreprise égale à 1. Quelles seront les quantités échangées globalement sur ce marché? Cette fois-ci, j'utilise la quantité demandée sur ce marché qui m'a été fournie par l'énoncé et je remplace P par sa valeur, à savoir 1. J'obtiens donc ici une quantité demandée égale à 960. Donc qu'est-ce qu'on sait à ce stade? On sait que le prix est égal à 1, que les quantités produites par chacune des entreprises seront égales à 1 et que la quantité demandée par les consommateurs sera égale à 960. Cela veut donc dire qu'il y a 960 divisé par 1 égale 960 firmes présentes sur le marché qui chacune produisent 1. Dans un troisième temps, on va maintenant faire l'hypothèse qu'apparaissent sur le marché des entreprises d'une nouvelle catégorie qui par exemple ont des nouvelles technologies, ont des nouveaux brevets, ont des méthodes de production en termes d'organisation du travail par exemple, qui sont différentes, enfin, en tout cas elles sont différentes et elles subissent un coût différent. Et à court terme, elles vont coexister, elles vont être présentes toutes les deux sur le marché. À long terme, ça n'est pas possible. À long terme, eh bien, il va forcément y avoir une technologie qui est plus performante que l'autre. Et donc, toutes les entreprises, dans un comportement rationnel, vont adopter la technologie la plus pertinente, la plus performante, celle qui permet de maximiser son profit. Et donc, toutes les entreprises qui vont avoir un coût plus élevé que les autres vont disparaître petit à petit, soit elles vont disparaître en faisant faillite, soit elles vont disparaître en modifiant leur méthodologie de production et donc vont avoir la nouvelle technologie et donc vont avoir une fonction de coût identique à celles qui ont survécu. Alors est-ce que ce sera la catégorie type A ou est-ce que ce sera la catégorie type B? Ben là il faut étudier un certain nombre de caractéristiques sur ces deux entreprises. Alors sur les entreprises de type A, on a fait tous les calculs, on connaît le coût moyen, le coût marginal, le profit associé, enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour réfléchir. Sur les entreprises de type B, pour le moment, on n'a rien, donc on va établir les mêmes résultats et ensuite on pourra comparer ces deux types de fonctions. L'étude de cette deuxième catégorie reprend exactement le même schéma que l'étude des entreprises de type A. Donc on va dans un premier temps déterminer les quantités produites, autrement dit identifier la fonction de production, on identifiera un seuil de rentabilité, voir s'il y a des limitations en minimum de production, des prix minimum, et puis on pourra enfin écrire la fonction d'offre des entreprises de type B. Première étape, pour trouver la fonction d'offre, on va partir de la fonction de profit. Le profit est égal à la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités moins la fonction de coût qui nous est proposée par l'énoncé. Donc ici, on va développer cette écriture et on obtient celle-ci. Le profit est maximum lorsque la dérivée première du profit s'annule. Donc on va chercher la dérivée première du profit par rapport à Q. Ici, on obtient P moins 3 fois 2, 6Q au carré, plus 3 fois 2, 6Q, moins 2, qui est égal à 0. Alors on cherche à écrire ça un petit peu mieux, on obtient moins 6Q carré plus 6Q plus P moins 2 égale à 0. Ici, on a une référence à la variable Q, et là, on a une constante. On observe qu'on obtient une équation du second degré, il va donc falloir calculer les racines de cette équation, dans l'hypothèse où le déterminant serait positif.
On va faire ça dans un instant. Avant de faire ça, on va regarder si on a une condition particulière sur les quantités qu'on va obtenir. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on cherche un maximum, et donc pour vérifier qu'on a un maximum, on cherche la dérivée seconde. Donc je redérive cette écriture-là et j'obtiens moins 12q plus 6. Et comme je cherche un maximum, eh bien ce résultat doit être négatif, doit être inférieur à 0. Dans quelles conditions est-ce que c'est vrai? Eh bien lorsque q est strictement supérieur à 1/2. On va donc chercher ici à établir le delta, donc le discriminant de cette équation du second degré, avec les paramètres suivants, a qui est égal à moins 6, b qui est égal à plus 6 et c qui est égal à p moins 2. Donc le discriminant ici, on l'obtient en remplaçant ces valeurs-là par celles qu'on vient de définir, et on obtient que le discriminant est égal à 24p moins 12. Alors, sous quelles conditions est-ce que 24p moins 12 est égal à 0? Eh bien, on l'écrit ici, et on observe que c'est vrai pour p qui est égal à 1/2. Quand est-ce que le discriminant sera positif? Eh bien, lorsque cette écriture-là sera positive, et donc à savoir lorsque p sera supérieur à 1/2. Autrement dit, lorsque le prix est strictement inférieur à 1/2, on n'a pas de solution. Lorsque le prix est égal à 1/2, eh bien on a une solution qui est définie par cette écriture-là, et lorsque le prix est supérieur à 1/2, eh bien on a deux solutions potentielles qui seront calculées à partir de ces deux formules. Alors ces racines sont calculées avec les formules indiquées ici et là, à savoir moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Pour faire le calcul, je vais scinder cette fraction-là en deux. Donc ici, j'obtiens moins 6 sur 2 fois moins 6. Et puis ici, j'obtiens mon paramètre delta avec le signe moins devant à la racine carrée. Et ici, 2 facteur de moins 6. Alors ici, on peut simplifier par moins 6, on obtient 1/2. Ici, on va pouvoir faire disparaître le signe moins, simplifié par moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, on voit que toute cette écriture-là est à l'intérieur de la racine carrée. Par conséquent, je vais développer, et donc j'obtiens 24p moins 12, le tout à la racine carrée. Ce que je vais faire ensuite, c'est essayer de faire disparaître le 2 qui est ici, plus exactement de le réinsérer autrement. Alors, je réécris donc mon égalité sous cette forme-là. Je vais ici faire apparaître le 1/2, divisé par 2 ou multiplié par 1/2, c'est la même chose. Donc je vais multiplier ici mon numérateur par 1/2. Et je vais modifier cette écriture-là en prenant la racine carrée. 1/2. C'est la racine carrée de 1/4. Donc je remplace le 1/2 par la racine carrée de 1/4, ce qui revient au même. Et par contre, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai une factorisation, une multiplication entre deux racines carrées. Et je sais que racine carrée de a multipliée par racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de ab. Autrement dit, je peux réintégrer le 1/4 à l'intérieur de cette écriture-là. Donc ici, j'obtiendrai 24p moins 12 divisé par 4, le tout à la racine carrée et le tout avec le reste de mon écriture. Ça, je peux le simplifier. Je simplifie par 4. Donc ici, j'obtiens 6p moins 3, racine carrée de cette écriture-là. Je fais la même chose pour Q2. J'ai scindé mon écriture en deux. J'insère les paramètres que je connais pour B, pour A et pour delta. Delta, ici, l'ensemble de l'écriture est à la racine carrée, donc je peux développer cette écriture-là pour obtenir 24p moins 12, enfin la racine carrée de 24p moins 12. J'ai un 2 qui apparaît ici. Je vais essayer de l'écrire en mettant 1/2 de cette racine carrée-là. Je transforme le 1/2 en prenant la racine carrée, du coup c'est la racine carrée de 1/4. Et je me retrouve comme tout à l'heure avec une racine carrée multipliée par une autre racine carrée. Je peux donc tout réintégrer à l'intérieur de la même et unique racine carrée, ce qui me fait 24p moins 12 sur 4,
le tout à la racine carrée, et donc il me restera 6p moins 3 et le tout à la racine carrée. Pour conclure, on a donc les deux solutions suivantes. Q1 qui est égal à 1 demi moins 6p moins 3 racine carrée divisé par 6, et Q2 qui est égal à 1 demi plus 6p moins 3 à la racine carrée divisé par 6. Or, au début, on avait identifié une condition dans l'étude des conditions de second ordre. C'est que Q devait être supérieur à 1 demi. Or ici, j'ai 1 demi plus quelque chose, et là j'ai 1 demi moins quelque chose. Donc la solution Q1 ne m'intéresse pas, puisqu'elle ne satisfait pas la condition de second ordre qu'on a obtenue lors de l'étude du profit. Deuxième étape, existe-t-il des conditions en termes de seuil de rentabilité ou de seuil de fermeture? Seuil de fermeture, on est à long terme, donc on ne s'interroge pas dessus. Il est identique au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, lui, c'est le minimum du coût moyen, ou alors on peut l'identifier également en disant que à ce point-là, le coût moyen est égal au coût marginal. Pour faire nos calculs, on a donc besoin du coût moyen, du coût marginal. Donc le coût nous était donné par l'énoncé. Le coût moyen est égal au coût total divisé par Q, donc on obtient 2Q carré moins 3Q plus 2, et le coût marginal, c'est la dérivée du coût total, donc c'est 6Q carré moins 3 fois 2, 6Q plus 2. On va ici chercher le seuil de rentabilité en égalisant le coût marginal et le coût moyen, donc on a calculé juste ici, et donc on obtient cette écriture. Alors pour la simplifier, eh bien, on va regrouper d'un côté du signe égal l'ensemble des paramètres Q, et puis on va chercher à la simplifier. C'est ce qu'on fait ici. Donc ici on obtient 6Q carré moins 2Q carré moins 6Q plus 3Q moins 2 plus 2 qui est égal à 0. Donc ça se simplifie un petit peu et on obtient 4Q carré moins 3Q qui est égal à 0. Alors on factorise Q qui est présent dans les deux membres de cette écriture, on obtient Q facteur de 4Q moins 3 égale 0. Cette équation est vraie si Q est égal à 0 ou si 4Q moins 3 est égal à 0, autrement dit, Q est égal à 3 quarts. On a donc deux solutions possibles, Q qui est égal à 0 ou Q qui est égal à 3 quarts. On avait une condition sur la valeur de Q qu'on a déterminée au début et on avait identifié que Q devait être supérieur à 1 demi. Q égale à 0 ne respecte pas cette condition-là. Par contre, Q égale à 3 quarts est bien supérieur à 1 demi. Donc cette deuxième solution convient, c'est celle qu'on retiendra, Q étoile égale 3 quarts. On va maintenant pouvoir identifier le seuil de rentabilité qui va être donc le prix minimum permettant à la firme de couvrir son coût moyen. Donc on sait qu'à l'équilibre, le coût marginal sera égal au coût moyen, sera égal au prix. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les quantités produites, Q étoile, qu'on vient d'établir, qui vont être égales à 3 quarts. Par conséquent, on va pouvoir chercher à identifier le prix en réinjectant cette donnée-là dans le coût marginal ou dans le coût moyen. Ici, je choisis d'utiliser le coût moyen, donc je reprends l'écriture du coût moyen qu'on avait identifié ici, et je remplace Q par sa valeur à l'équilibre, 3 quarts, et j'obtiens donc cette écriture-là. On fait le calcul et on obtient un coût moyen à 0,875. Donc ça signifie que, à long terme, notre prix va être égal à 0,875 pour une quantité par entreprise produite de 3 quarts. Que va-t-il donc se passer à long terme? Eh bien, on a des entreprises de type B qui vont pouvoir proposer des produits à un prix égal à 0,875. On a des entreprises de type A qui vont produire la même chose, mais en proposant un prix égal à 20,145. Rationnellement, le consommateur va s'orienter vers les entreprises de type B et les entreprises de type A vont disparaître. Alors, quel va être l'équilibre de marché à ce moment-là? Eh bien, on sait qu'il y a 40 entreprises de type B. On a identifié que le prix, une fois qu'il n'y aura plus que des entreprises de type B, sera égal à 0,875. Donc, on va réinsérer cette valeur de prix d'équilibre dans la définition des quantités. Je reprends ici la fonction de quantité demandée qui était fournie par l'énoncé
et j'obtiens que la quantité demandée sur le marché à long terme sera de 965. Combien vont produire chaque entreprise? On l'a établi dans la question précédente, 0,75, 3/4. Combien y aura-t-il d'entreprises du coup à long terme sur le marché? Eh bien, il y aura une quantité demandée et satisfaite totale de 965. Chaque entreprise fournira 0,75 et donc on aura 965 divisé par 0,75 égale 1287 firmes qui vont être présentes sur le marché, qui produiront chacune 3/4 et qui vendront chaque unité à 0,875. On est à long terme, il n'y a plus que des entreprises de type B, et comme on est à long terme, eh bien, les profits pour chacune de ces entreprises seront nuls. Alors si on fait un petit résumé de l'ensemble des résultats et de l'ensemble des situations de marché qu'on vient de voir. Dans un premier temps, on avait des entreprises de type A sur le marché qui offraient une quantité de 194,2 à un prix de 20,145. Il y avait 60 entreprises sur le marché et chaque entreprise produisait 3,237 pour un profit de 45,78. Que se passe-t-il s'il y a libre entrée sur le marché? Eh bien, s'il y a libre entrée sur le marché sans évolution de la fonction de coût, comme le profit est positif, il y a entrée d'entreprise jusqu'à ce que ce profit s'annule. Donc le premier résultat qu'on peut obtenir sans aucun calcul finalement, c'est que le profit tend vers 0. Une fois qu'on a obtenu cet élément-là, eh bien, on va pouvoir recalculer le prix. On avait obtenu un prix qui était égal à 1 pour 960 qui étaient consommés sur le marché. Et comme chaque entreprise produit 1, on a également 960 entreprises présentes sur le marché. Troisième situation, eh bien, cette fois-ci, on a eu de nouvelles entreprises qui sont rentrées sur le marché, les types B, et ces entreprises avaient des fonctions de coût plus performantes. Il y a donc eu disparition des entreprises de catégorie A et un maintien des entreprises de catégorie B qui au départ n'étaient qu'au nombre de 40. Sauf qu'on est à long terme et que donc on avait vu que cette situation-là amenait un profit positif, un profit non nul. Donc ça veut dire qu'il y a eu entrée de nouvelles entreprises de type B jusqu'à ce que le profit tende à nouveau vers 0. À ce moment-là, on a calculé que le prix sur le marché était égal à 0,875, qu'il y avait en tout 965 entreprises présentes sur ce marché, qu'il y avait en tout une demande de la part des consommateurs de 965, qu'il y avait 1287 entreprises présentes sur ce marché et que chacune produit 0,75 unités. Alors des conclusions qui sont généralisables sur l'ensemble des exercices similaires à celui-ci. Le premier, c'est que le surplus total des consommateurs augmente avec la libre concurrence. Autrement dit, la libre concurrence sur le marché est bénéfique aux consommateurs. L'augmentation du nombre d'entreprises présentes sur le marché et la libre expression de chacun permet d'augmenter le bien-être, le surplus des consommateurs. Deuxième conclusion, c'est que la baisse des coûts va permettre de baisser les prix d'équilibre et ne permet pas, au contraire, d'augmenter les profits. Donc là aussi, c'est bien le consommateur et non le producteur qui est bénéficiaire de la libre concurrence. La libre concurrence entre les producteurs se fait au bénéfice du consommateur, puisqu'il y a augmentation des quantités, baisse des prix, et ne se fait pas au profit et ne se fait pas au bénéfice des producteurs, puisqu'ils voient leurs profits soit stagner, soit tendre vers 0. Troisième constat, la taille du producteur tend à se réduire. Donc plus il y a libre concurrence, plus on est proche d'un marché en concurrence pure et parfaite, plus la quantité produite par chacune des entreprises présentes est relativement faible. En quoi est-ce que c'est important ça pour un consommateur? Eh bien parce que cela élimine la situation où une entreprise serait en situation de dominance sur le marché. Elle serait tellement grosse finalement qu'elle pourrait à elle seule faire le marché. Pensez à Samsung, à Apple sur certains marchés. Lorsque ces entreprises-là prennent une décision
sur une taille de téléphone, sur une technologie, etc., elles vont de fait influencer tout le marché. Donc en fait, elles ont un pouvoir de marché. Le fait d'être en concurrence pure et parfaite, cela permet en fait d'avoir un grand nombre de producteurs qui chacun sont de taille réduite et donc aucun n'a une taille suffisante pour aller influencer à lui seul le marché. Évidemment, cette influence se ferait en faveur du producteur et aux dépens du consommateur.